servitud vareniam pago devasya dimahidio yona prachodaya. Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui un sujet un peu particulier du coup, la théorie. Je voulais parler des siddhis. Les siddhis littéralement c'est les pouvoirs. Pourquoi je voudrais parler de ça? Les pouvoirs, c'est parce que on me pose souvent la question, on vient me voir, on me demande qu'est-ce que ça apporte le yoga, est-ce qu'on peut machin, on me demande tout un tas de choses sur ce que fait le yoga, etc. Et on parle aussi, pourquoi pas, parfois des pouvoirs que ça apporterait. Donc le yoga apporte-t-il des pouvoirs? De manière générale, c'est un attrait de l'être humain, me semble-t-il, de vouloir avoir du pouvoir sur les autres humains ou sur les autres êtres, tout simplement. Pourquoi? Le yoga dit simplement que ce désir de pouvoir, il est lié à un manque de pouvoir sur soi-même. Et que le manque de pouvoir sur soi-même entraîne une quête de pouvoir, et comme on se trompe dans la quête de pouvoir, on cherche à avoir du pouvoir sur les autres. Le pouvoir, on en crée en yoga, effectivement, on crée un pouvoir sur soi, et le pouvoir sur soi libère, le pouvoir sur soi rend autonome, le pouvoir sur soi libère les conditionnements, c'est l'énergie qui circule qui libère des conditionnements. Le pouvoir est quelque chose d'extraordinaire, dans le sens où ce n'est pas ordinaire, tout simplement. Donc, comme l'immobilité, la stabilité, tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas ordinaires en fait, tout simplement. Et donc ce sont des pouvoirs extraordinaires, tout simplement. Et donc effectivement, oui, le yoga apporte des pouvoirs, vous permet d'avoir des pouvoirs sur soi. Dans le tantrisme, on parle de magie, c'est-à-dire dans les textes, comme c'est décrit, on parle de magie, que les pratiques sont des pratiques magiques et que les pratiques mènent par exemple à la réalisation de tous les souhaits. Dans le tantrisme, on peut réaliser tous ses souhaits par les pratiques. Simplement, la réalisation de tous ces souhaits peut se produire quand tout est aligné, quand tout est là, quand tout est présent. Et simplement, la question c'est quand tout est aligné, quels sont les désirs? Parce que dans les désirs, on peut distinguer deux choses. On peut distinguer le désir, ce qu'on désire qui va devenir un bagage encombrant, ou ce qu'on désire de manière intuitive qui nous permet de suivre le chemin légèrement. En toute légèreté, je veux dire par là. Et que dans les désirs, il y a des désirs très différents les uns des autres. Et que clairement, donc, certains désirs vont attacher, vont alourdir, d'autres vont libérer, vont alléger. Dans la voie du tantrisme, lâcher prise, c'est cheminer léger. C'est pas ne rien vouloir. C'est pas ne rien désirer, c'est voyager, cheminer léger. Or, effectivement, les pratiques permettent de se connecter à l'intuition. Et quand on est connecté à l'intuition, les désirs, ce sont des choses que l'on peut réaliser, tout simplement. Elles ne sont pas des choses qui vont nous encombrer. Pour revenir sur les pouvoirs, ce que je veux dire par là, alors je déborde un peu sur des choses, mais je trouve ça assez fin cette notion de pouvoir, de pouvoir sur soi et de désir réalisé, et de se dire que oui, ça nous donne le pouvoir de réaliser tous les souhaits véritables, les désirs profonds.
celui qui est intuitif, celui qui fait partie de notre chemin, celui qui nous permet d'aller sur notre chemin. Le yoga nous permet d'aller sur notre chemin, en quelque sorte. Les postures donnent, elles, du pouvoir sur soi. Mais ce n'est pas un remède magique, c'est pas on fait la posture et pof, on a un pouvoir. C'est un outil qui permet d'obtenir un pouvoir sur soi. Comme tout outil, il peut être utilisé de manière correcte ou de manière incorrecte. D'accord ? Alors, c'est pas une question de justesse dans la pratique. C'est juste que toute posture peut venir renforcer certains conditionnements. Ça dépend de comment on les fait. Et pourquoi je voulais parler de tout ça ? C'est pour ce point-là, justement. C'est parce que l'intention qu'on va mettre est très importante, dans le sens où on prend un temps d'observation après chaque posture. On prend un temps d'observation, parfois en séance d'ailleurs il n'est pas suffisamment long, mais on pourrait s'y attarder un peu plus. Et ce temps d'observation, c'est un temps de recul qui est très 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 important. J'en parle souvent, je dis toujours, c'est pas un temps de repos, c'est un temps de pratique, c'est un temps intense, mais il est très important parce que c'est ce recul qui nous permet de ne pas investir la posture dans le physique, qui nous permet de voir ce qui se passe, d'observer tout ce qui va se mettre en place, l'énergie, etc. Trop investir la posture dans le physique, c'est devenir trop matière et pas assez énergie, en quelque sorte. Et ces postures-là, encore toutes les postures qu'on peut voir ensemble, ce sont des super outils pour faire circuler l'énergie, pour débloquer les choses, pour libérer la confiance en soi, pour libérer des angoisses, pour développer la résistance, la volonté, le désir, l'intuition, etc., etc. Mais ce sont aussi de simples outils qu'on peut investir de manière complètement physique. Et si on les investit trop dans le physique, encore une fois, on devient plus matière. Je ne dis pas que c'est inintéressant, la matière est très intéressante. Je veux dire, on peut tout à fait faire des postures pour de l'ouverture scapulaire, de la libération du diaphragme, de l'ouverture des genoux. Et je veux dire, d'ailleurs, on peut utiliser une posture si on en a besoin. Je veux dire, vous avez mal aux genoux, vous faites le grand angle, ça soigne. Ça va soulager les genoux. Mais voilà, c'est ponctuel, c'est une utilisation ponctuelle. La pratique, la manière dont on crée une séance, la manière dont on met en place une séance, c'est énergétique, c'est ce qui nous intéresse, c'est énergétique. Ce qui fait que dans les postures, la posture principale, celle que dans le tantrisme, dans le Hatha Yoga, on va mettre comme une des postures majeures, c'est la posture de Shavasana. Shavasana, c'est la posture où on est allongé sur le dos, les bras écartés, les pieds légèrement écartés, paume des mains vers le ciel, les pieds qui tombent vers l'extérieur. Cette posture, littéralement, c'est la posture du cadavre. C'est la traduction, c'est la posture du cadavre. Cette posture du cadavre, elle est importante, elle est essentielle, parce que on va pas se battre dedans, on va pas chercher à obtenir une belle posture, à la faire bien, et on va juste pouvoir se connecter à sa symbolique, à son essence, à ce qu'elle est. Et c'est une grande pratique que de pratiquer Shavasana. C'est sans s'endormir, bien sûr, et sans non plus tout calculer dedans. C'est plus facile, clairement, d'être dans une posture comme le singe ou le demi-pont ou d'autres où on est dans un effort physique que dans Shavasana où il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'effort physique, tout peut être relâché. Et sa symbolique est tellement importante. La symbolique de Shavasana, la posture du cadavre, c'est le rappel qu'on est mortel. Et mortel, c'est pas une mauvaise chose d'être mortel. D'être mortel, dans la mythologie indienne, les dieux sont jaloux des hommes parce que les hommes sont mortels. Et en tant que mortels, ils ont un corps. Et comme ils ont un corps, ils peuvent avoir accès à tous les plaisirs terrestres. Ce que les dieux n'ont pas. Les dieux n'ont pas accès aux plaisirs terrestres parce qu'ils n'ont pas de corps, parce qu'ils sont immortels. Et donc c'est juste que le rappel de la posture du cadavre,
c'est de dire qu'on est mortel et qu'on a accès à tous ces plaisirs terrestres et qu'on peut profiter de tous ces plaisirs terrestres et que c'est vraiment voilà, que c'est une bonne chose et que c'est quelque chose d'important, voilà, dans tout ça. Et puis ça rappelle aussi une chose qu'on a tendance, quand je vous dis on juge pas, on le bien, le mal, que mortel c'est bien, que l'ego c'est bien, tout ça, ça existe, que le manque de souplesse c'est bien. Souvent on me dit je suis pas fan de yoga, je suis pas souple. Le manque de souplesse c'est bien. Le manque de souplesse ça permet de pouvoir mettre les choses en frottement. Et puis si on manque de souplesse c'est qu'on existe tout simplement. On est là et dans notre pratique du yoga on cherche les frottements, on cherche les résistances et l'ego résiste parfaitement bien. C'est un très bon exemple de résistance l'ego. Donc on cherche les obstacles parce que si on arrive à s'affranchir des obstacles, on arrive à avancer. S'il n'y a pas d'obstacle, s'il n'y a pas de frottement, c'est très difficile en fait d'avancer, de travailler et de percevoir tout ça. En fait, tous ces frottements, tous ces obstacles, tout ça, ce sont des choses qui nous facilitent nos pratiques plutôt que de nous les embrouiller. Donc voilà, donc après, bon je m'égare un peu mais je vais revenir sur la posture. Hein. La posture, que ce soit Shavasana ou que ce soit autre chose, ce qui nous intéresse dans la posture du coup, hein, c'est pas la réalisation physique, c'est vraiment l'archétype de la posture, c'est l'aspect impersonnel de la posture, c'est-à-dire que dans la posture on quitte soi pour devenir la posture. Quand on fait la pince, on quitte soi pour devenir la pince. Quand on fait Marichi, on quitte soi pour devenir Marichi. Quand on fait l'arbre, on quitte soi pour devenir l'arbre. Donc et on quitte, et ça l'ego n'aime pas d'ailleurs, hein. Je veux dire c'est lui qui rentre beaucoup en résistance dedans et qui crée le frottement parce qu'on quitte soi pour devenir la posture. Et c'est vraiment l'aspect impersonnel qui nous intéresse. C'est pas que ce soit très étiré, que les bras soient bien tendus, que les jambes soient... Mais les précisions souvent que je donne dans la posture, c'est pour qu'on puisse ressentir l'archétype, qu'est-ce qu'on veut ressentir dans cette posture, qu'est-ce qu'on veut mettre en œuvre, qu'est-ce qu'on veut mettre en résonance, et de quelle manière on va vouloir utiliser cet outil. Pourquoi je dis tout ça? Parce que c'est vraiment l'intention du coup qu'on va mettre dans la posture qui va être importante. Si je fais une posture en me disant je veux bien m'étirer le dos, bon ben potentiellement je vais bien m'étirer le dos. Si je veux devenir Marichi, la conséquence est complètement différente. Voilà, c'est juste que si je veux ouvrir les épaules, ben peut-être qu'au mieux j'ouvre les épaules. Si je veux devenir Marichi, si je veux devenir le sage Marichi, ben je peux être la posture. Et c'est ce qu'on cherche, d'accord? Dans toutes nos pratiques, dans ce qui est caché ou visible, dans tout ce que je raconte depuis le début, c'est qu'on veut être les postures. On ne veut pas faire les postures, on veut être les postures. C'est pas grand-chose, hein, c'est une sémantique, c'est une différence, mais c'est qu'on veut être ces postures et ça me semble capital. On ne veut vraiment pas réussir cette posture et donc on ne peut pas rater une posture puisqu'on est juste ce qu'on arrive à être. Et l'autre point qui est important aussi, c'est que du coup, on peut complètement s'imaginer être dans la posture. Le mental suffit amplement. Alors, on m'a demandé déjà si on peut faire le yoga entièrement mentalement. D'expérience, j'ai la sensation que oui, c'est quand même plus facile si on en a fait pour de vrai avant. C'est-à-dire que visualiser une posture quand on l'a déjà faite, c'est plus facile que quand on l'a jamais faite. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, d'accord? Mais par contre, voilà, si on l'a déjà faite, c'est complètement faisable et c'est complètement dans le sens de nos pratiques que de faire une posture en visualisation, que de faire la pince en visualisation, que de faire l'arbre en visualisation. Et c'est tout autant efficace du moment que vous devenez cette posture. Puisque tout ce qu'on cherche à faire, c'est quitter soi pour devenir la posture. En dehors, bien sûr, d'une utilisation thérapeutique. Quand vous avez mal au genou et que vous faites le grand angle pour soigner vos genoux, c'est pas en imaginant le grand angle, bien que ça peut aider, mais il y a un côté physique, physiologique qui va soulager les genoux en faisant le grand angle. Donc, et puis je mets pas ça de côté, hein, je veux dire, c'est intéressant aussi. Mais le centre de notre travail, il est sur ce que l'on devient
sur l'identification qu'on fait quand on est cette posture, d'accord? C'est l'identification à l'énergie de l'animal, à l'énergie du végétal, du sage. Voilà. Il n'y a vraiment rien de physique, c'est-à-dire que c'est pas un mime physique, c'est un mime, hein, on fait semblant. De toute façon, quand on fait des postures, quand on fait du yoga, on fait semblant. Mais à force de faire semblant, des fois on le devient, c'est tout. Et on va faire semblant d'être l'animal. Donc c'est pas dans le mime physique de l'animal, c'est dans le mime mental et dans le mime énergétique. On essaye de se mettre dans la configuration énergétique de l'animal ou de la chose dans laquelle on essaye d'aller, tout simplement. Et on essaye d'être la posture. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire là-dedans. Et à ce sujet, si je veux rajouter quelque chose, je dirais que en plus de ça, dans nos pratiques, on va chercher quand même la liberté. Et dans cette quête de liberté, on va faire une chose, c'est qu'on va casser les rythmes. C'est-à-dire que si vous avez suivi un peu la manière dont je travaille, on fait rarement la même chose. C'est-à-dire que une pratique, c'est tracer, c'est poser des rails, d'accord? C'est mettre en place des rails pour que ce soit confortable, pour qu'on puisse aller dedans. Faites la même pratique tous les jours, tous les matins, à la même heure, etc. Très vite, ça va devenir facile, ça va devenir confortable parce que vous allez être sur des rails. C'est exactement, puisque c'est un peu d'actualité, comme si vous faites du ski de fond dans une station. Et s'il y a les traces du ski de fond, vous pouvez faire dans les traces. Simplement, vous n'êtes pas libre parce que les rails, ça enchaîne. On va me dire, mais alors pourquoi on pratique si une pratique c'est fait pour mettre des rails et que les rails, ça enchaîne? Parce que nos pratiques, on va les faire, et c'est ce que vous avez dû remarquer, dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on va tracer des rails comme ça, et puis on va tracer des rails comme ça, et puis on va tracer des rails comme ça, et puis on va tracer comme ça, et puis on va tracer comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. S'il y a des rails dans tous les sens, on devient libre. S'il y a des rails dans tous les sens, on devient libre. Et c'est pour ça qu'on casse les rythmes, c'est pour ça qu'on sort du confort. Si vous avez l'habitude, si vous faites du yoga chez vous, et que vous le faites tous les matins, eh bien faites-en le soir. Ça va casser les rythmes. Vous allez voir, c'est très différent et c'est très difficile de changer ces rythmes. Si vous avez... voilà, essayez vraiment de dire toutes nos pratiques, elles sont là pour qu'on cherche cette liberté. Et cette liberté de la posture, elle est dans le fait de casser les choses, de ne pas toujours faire les mêmes choses. Et tout ça, enfin, d'ailleurs j'ai un peu digressé, mais c'est pas grave, c'est mon habitude. C'est que tout ça, je vous l'ai parlé au départ du pouvoir, c'est que le pouvoir, c'est pas la posture qui nous la donne. Le pouvoir, il est en soi et il est pour soi. Tout pouvoir sur les autres, on considère que ce sont des non-pouvoirs. Et c'est vraiment le pouvoir, il est en soi et pour soi. Et c'est tout. Voilà. Et les postures sont des outils qui vous permettent de découvrir le pouvoir qui est en vous. Mais ça ne va pas en créer. Le pouvoir, vous l'avez. Et c'est juste des outils qui permettent ça. Et il ne faut pas leur donner d'autres choses que ça. Enfin, il ne faut pas. Vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est vous qui choisissez. Mais une posture, c'est un simple outil. Ça ne va rien faire de plus que de vous aider ou de vous encombrer, parce qu'on peut très bien, avec une posture, investir beaucoup le physique et devenir complètement, enfin, de développer une quête de la perfection ou autre, ou je sais pas, mais j'ai pas d'exemple là qui me vient, mais je veux dire, on peut très bien investir une posture et que ce soit complètement dévoyé par rapport à ce qu'on voulait faire avec cette posture au départ. C'est pour ça que je voulais faire cette petite parenthèse dans tout ce que je raconte, et de dire que le pouvoir il est en soi, il est pour soi, que les postures, oui, elles vous permettent de révéler des pouvoirs en vous, mais c'est pas la posture qui est magique, c'est vous qui êtes magique. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Et que ce qui est cohérent pour vous, ce qui est bon pour vous, il n'y a que vous qui le savez, et c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va vous le dicter, c'est même pas moi qui vais vous dicter qu'est-ce qui est bon pour vous, il n'y a que vous qui le savez, et faites-vous confiance, et je vous assure que tout ira bien. Voilà, je vous laisse avec tout ça. Je ne sais pas si j'ai été clair, je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, je vous dis à demain. Au revoir. Pour beau va soir.
Bargo devasya dimahidio Yona pracho